Good Morning Business. Le débat. Un nouveau code de gouvernance de la FEP donc et du MEDEF qui place la RSE au cœur de la stratégie des entreprises, au cœur du conseil d'administration, au cœur de la rémunération même des dirigeants, des grands patrons. Alors, c'est une bonne idée, Nicolas Dose ? J'y crois pas du tout. Ce code AFEP-MEDEF, il a vu le jour uniquement sous la pression des polémiques et ensuite la pression des politiques qui menaçaient de légiférer. À chaque fois qu'on a vu l'idée d'une loi arriver, alors tout d'un coup, ils ont commencé à s'emparer des sujets. Évidemment, c'est la rémunération des patrons qui a été le point de départ, les rapports Viennot 1, Viennot 2, Bouton, où on va décider que, il faut un comité de rémunération et puis il faut publier ces rémunérations et puis il faut fixer des règles sur les parts variables et à l'arrivée, après le rapport Bouton, on aura le code AFEP-MEDEF qui voit le jour à cause de la question de la rémunération. S'il n'y a pas de polémique, s'il n'y a pas de pression politique, s'il n'y a pas de pression de l'opinion, il ne se passe rien. Mais je rappelle que il faut bien faire quelque chose du coup. Il faut bien faire quelque chose. Oui, mais ce code, il est purement consultatif, donc il n'impose absolument rien. Si vous prenez les deux principaux sujets sur lesquels le politique s'est emparé des sujets et a décidé d'intervenir avec la main de la loi en légiférant, sur la rémunération des patrons, c'est la loi Sapin 2 qui a fait le job, et c'est pas le code AFEP-MEDEF. Et sur la question de la parité entre les hommes et les femmes, c'est la loi Copé-Zimmermann, suivie des mesures Pénicaud, qui ont fait le job. Et vous pouvez pas avoir une obligation s'il n'y a pas de sanction, ça n'existe pas. Mais je suis pas d'accord avec vous, Nicolas, parce que quand vous voyez ce qui se passe dans les grands groupes, plusieurs grands groupes du CAC 40, les critères RSE sont devenus des critères notamment de rémunération, ils ont partie des bonus qui sont liés aux performances RSE. Le portefeuille, ça marche quand même. Justement. C'est déjà le cas dans le nombre d'entreprises qui ont décidé de mettre de l'extra-financier, voire d'essayer de lier les rémunérations à l'extra-financier, alors que pourtant notre capacité à contrôler et auditer de manière vraiment efficace et quantifiable. C'est un autre sujet, Ils n'ont pas attendu le code AFEP-MEDEF, puisque ça a considérablement augmenté. J'ai regardé là dans les groupes du SBF 120, vous avez les 3/4 qui ont un comité RSE. C'est aujourd'hui qu'on réécrit le code AFEP-MEDEF et les 3/4 ont un comité RSE. C'est la pression du marché qui fait le job. C'est la pression des candidats au recrutement qui fait le job. Le code AFEP-MEDEF, pour moi, est une réaction de bonnes intentions à des pressions politiques et des... Mais vous ne croyez pas que ça va faire quand même pression sur les groupes qui n'ont pas adopté justement ces pratiques RSE et ces critères de RSE dans la rémunération de leurs dirigeants? Ça a quand même un effet d'entraînement. Ça a un effet d'entraînement, mais moi je suis convaincu que c'est la pression politique et le marché qui font que ça change, et pas le code AFEP-MEDEF. J'ai jamais été très convaincu. La concurrence, quoi, en gros, Jean-Marc. Oui, absolument. Moi, la pression politique, je crois que ça sert à rien. Je pense que s'il fonctionne vraiment, ça sent efficace, parce que la pression politique, elle peut exister. Ça se finit par 1950 en Europe de l'Est, à la fin des fins, puisqu'on sait mieux ce qu'il faut faire pour les entreprises, on les nationalise et on les confisque, et à ce moment-là, on fait exactement ce que doivent faire les entreprises au nom de la politique. Donc ça, c'est insupportable. Donc je pense qu'effectivement, le bon outil, c'est la concurrence. Et donc, celui qui tranche à la fin des fins, c'est pas la FEP, c'est pas le MEDEF, c'est pas le gouvernement, c'est le consommateur. Mais sur le fond, donc, est-ce qu'il faut par exemple lier la rémunération des patrons à leur performance RSE ? Non, il faut lier la rémunération des patrons à leur performance globale. Et cette performance globale, elle dépend de la performance RSE, parce que si vous n'êtes pas dans une performance RSE, si vous ne respectez pas effectivement un certain nombre de règles, à ce moment-là, les consommateurs s'en vont si vous êtes en concurrence. Ou vos salariés d'ailleurs. Ou vos salariés. Et donc le fonctionnement du marché, le véritable outil, c'est le marché. Alors après que la FEP et le MEDEF essaient de mettre une digue contre ce que j'appelle les pagano-gauchistes, tous ces gens qui, au nom de la nature, veulent détruire l'entreprise, ça me paraît compréhensible, mais je pense que là, je rejoins plutôt Nicolas, je crois que c'est assez vain. C'est-à-dire, ils n'empêcheront pas la loi de s'abattre sur eux, ils n'empêcheront pas une partie de l'opinion publique d'être manipulée dans un sens de c'est des méchants, il faut les cogner. Alors que la façon la plus claire, la plus nette et la plus simple, telle qu'elle avait été déjà théorisée par Friedman dans son célèbre article de 1970, c'est business of business is business, vous faites des affaires et vous ferez de la RSE comme M. Jourdain faisait de la prose. Parce qu'il y a un moment où la pression du marché au travers de la décision du consommateur vous obligera à avoir un comportement vertueux. Vous avez un peu bougé quand même, Jean-Marc, vous admettez en vous écoutant que cette ambition de RSE, elle fait partie aujourd'hui de la nécessité. C'est le capitalisme en fait, la RSE. La RSE, c'est le capitalisme. Bah oui. C'est ce que dit Milton Friedman. Il n'est pas d'accord, Nicolas. Ce que dit Milton Friedman, c'est que vous ne faites pas d'illusion. De même que M. Jourdain faisait de la prose, les capitalistes feront de la RSE parce que la concurrence, au travers de l'action du consommateur, les obligera à le faire. Non, mais moi, je suis convaincu que ce virage, alors, autant dans les années 90, après l'apparition des théories de développement durable, il y avait vraiment ce qu'on appelle le greenwashing, c'est clair. Tout le monde en parlait, tout le monde jouait du violon, mais personne ne faisait rien. Aujourd'hui,
les entreprises, surtout les grosses, celles qui sont dans des secteurs qui sont des secteurs polluants, par exemple, ne peuvent plus ignorer ces phénomènes. On ne peut plus ignorer les différences entre les hommes et les femmes. On ne peut plus ignorer les phénomènes de gouvernance. On ne va plus pouvoir ignorer les enjeux de société. Enfin, chaque fois que vous rencontrez une entreprise, qu'elle vous raconte ce qu'elle fait vraiment, hein. Et d'ailleurs même des petites, même des PME, des ETI, il y a des vraies actions qui sont menées, mais des vraies actions. Prenez l'univers de la distribution du dernier kilomètre. Mais le dernier kilomètre d'aujourd'hui par rapport au dernier kilomètre d'il y a 5 ans, c'est plus le même monde, c'est plus le même matériel, c'est plus les mêmes outils qui sont utilisés. Le positionnement des centres de logistique a été pensé par rapport au centre-ville. Il se passe des choses. Voilà. Et aujourd'hui, une entreprise qui fait un bras d'honneur à la RSE, elle finira par le payer parce que les clients finiront par se rendre compte. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, les attentes des nouvelles recrues sont importantes dans ce domaine. Mais voilà, le code AFEP-MEDEF, je pense qu'il a évité une loi, notamment sur la rémunération des patrons à l'époque de Sarkozy, où ils ont commencé à avoir en ligne de mire en 2008 les parachutes dorés. Peut-être que là, ce code qui avait gonflé vraiment sur cette question de rémunération a pu faire pause un peu sur le législatif, mais c'est le marché qui fera la donne. Hein. Au fond, vous dites que la FEP et le MEDEF, c'est les inspecteurs de travaux finis, là, en matière de RSE. Ils essaient effectivement... Non, ils essaient de répondre à un discours politique. Ils essaient de mettre une digue face à un outil qui est, encore une fois, le bon outil, c'est la concurrence. Et donc, ils essaient d'évacuer l'État. Allez, dernier point, ça n'a rien à voir, mais le sondage est terminé, mais vous avez le droit de voter. C'est ce qu'a dit Elon Musk. Alors, est-ce que Elon Musk doit rester à la tête de Twitter, Jean-Marc Daniel ? S'il est cohérent avec lui-même, non, puisqu'il a dit qu'il s'en irait. Je pense mais il a dit qu'il s'en irait si les gens votaient. Vous auriez voté quoi avant la clôture du sondage ? Moi, j'aurais pas voté. Je suis pas sur Twitter. Mais ça, c'est trop simple. Non, mais écoutez, tous ces postérieurs à 1830 m'effraient, donc. Moi, j'aurais voté. Mais là, maintenant, il doit partir puisqu'il l'a dit. Moi, j'aurais voté oui parce que je considère que la présence de Musk à la tête de Twitter, ça nous fait du spectacle. Non, alors vous auriez voté non, il ne doit pas partir. Enfin, j'aurais voté non, il ne doit pas partir. Voilà. Après. On peut partir en restant, hein. Il y a plein d'outils pour partir en restant. Il est quand même propriétaire du truc, ça rapporte pas d'argent, mais enfin ça lui appartient. 44 milliards, ça lui appartient. Il va pas partir, voilà. Pour l'instant, il dit rien. On peut mettre un directeur général. Non, mais il peut revendre, ça lui a coûté 44 Ah ouais, mais alors là, il ne revendra pas 44, il revendra pas 44. S'il s'en va, on va revendre. Là, il s'en va. Faut trouver l'acheteur. Hein. On va parler de la stratégie Elon Musk avec notre invité suivant, David Mahé, fondateur de Human Work. Merci à tous les deux.